Bonjour à vous, bienvenue dans l'Instant Vertical, nouvel épisode avec joie d'accueillir de nouveau dans l'Instant Vertical Didier Weiss. Salut Didier. Salut Benjamin, ça me fait très plaisir de te voir de nouveau, pour de vrai, enfin pour de vrai, En pas juste vidéo. de t'entendre, de voir ton visage, donc vraiment c'est très chouette. Merci de m'inviter. Voilà, donc ça fait un an Didier que tu étais un de mes premiers invités, tu étais mon deuxième invité que j'avais invité. Et Ouais. un an après, j'avais envie de te reposer un, un sujet, parce que je trouve que tu es là une des personnes qui peut en parler le mieux aussi. C'est démystifier ce qu'est l'Advaita et le Néo-Advaita. Et comme, tu m'as partagé que tu as 30 ans d'Inde, que tu, œuvres dans le Néo-Advaita, que tu as rencontré des maîtres, que tu vis dans un univers où tu es confronté constamment à ça, eh bien, heu, je sais que c'est quelque chose qui peut, être clair pour toi. Ça te va? Ça me va tout à fait. Simplement, bon, c'est clair de mon point de vue. Bien sûr qu'il y aura autant de points de vue que Oui. d'expérience, hein, bien sûr. Donc je mets quand même un caveat qui dit, malgré mes 30 ans d'âne, je peux aussi me tromper et pas voir la totalité de l'image, certainement. Mais disons qu'il y a une forme de recoupement qui s'est fait au fur et à mesure des années, qui fait que Mmh. il y a une cohérence, une image cohérente qui est apparue à un moment donné. Ouais. OK et ben, démystifions ensemble ce qu'est l'Advaita et le Néo-Advaita et du coup, ma première question, basique, qu'est-ce que c'est l'Advaita et qu'est-ce que c'est le Néo-Advaita? En fait, c'est une question, bien sûr, super utile et à la fois, elle est très simple à répondre, Benjamin, parce qu'en fait, Advaita, c'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est pas deux, hein, donc c'est le principe de non-dualité qui existe tout partout dans le monde, qui a commencé avec les Grecs, dans plein de traditions, dont parle Spinoza, dont parle. Donc c'est pas simplement limité à l'Inde, on pourrait dire, hein, d'une Mmh. certaine manière. L'Inde a quelque part ce courant particulier qui s'appelle Advaita Vedanta, hein. Vedanta, ça veut dire que ça viendrait des textes traditionnels du Veda. Et donc, c'est une non-dualité qui serait particulière à ce pays, hein, mais qui, en fait, n'est pas très différente d'autres non-dualités du monde entier et d'époques différentes aussi, hein. Donc, c'est pas Mmh. une spécialité indienne, c'est la forme que ça prend en Inde, bien sûr, qui a été un peu plus connue ces derniers temps, hein, parce qu'il y avait une forme on pourrait dire, de connexion, d'enseignement qui venait de là et qui était reconnu. Mais voilà, c'est pas unique. L'Advaita, fondamentalement, euh, traditionnel donc, hein, ce serait l'expression de cette lignée, parce que c'est une forme de lignée d'enseignants qui viendraient de Shankaracharya, donc qui serait fondamentalement le précurseur de toute cette enseignement qui parlerait justement d'une possibilité euh, d'unicité, c'est-à-dire que cette vie n'est pas fragmentée, elle n'est pas faite de parties, de personnes, il n'y a Mmh. qu'un seul être, on pourrait dire, qui est à l'œuvre ici, et qui prendrait des formes particulières, mais c'est en fait le même matériau, j'ose dire, dans tous les cas de figure. Et donc cette école de pensée qui a perduré jusqu'à nos jours, hein, qui continue d'ailleurs même très bien à perdurer, est basée sur l'étude des textes. Et donc c'est des textes traditionnels, c'est des commentaires souvent, hein, donc des commentaires de la Bhagavad Gita, commentaires donc justement du Vedanta, etc. Et qui sont étudiés, disséqués, on pourrait dire appris par cœur aussi, hein, Mmh. énormément. Donc l'Advaita traditionnel dit cette proposition de la non-séparation, elle est pas visible naturellement. Il faut travailler, il faut lire, il faut Mmh. apprendre, il faut étudier. Et donc, ça va demander du temps. C'est une chose. Donc, les écoles, il y en a 4 principales en Inde qui proposent ça euh, dans des cursus qui sont assez longs, hein, qui de plusieurs années, 3 à 4 ans, qui sont très contraignants parce qu'il faut vraiment, des genres d'internat Mmh. qui sont très chers. Il faut pas oublier ça, hein. Donc il y a Ouais. l'aspect financier qui rentre dans l'histoire. Et à la fin de ces écoles-là, on arrive diplômé si on a réussi à régurgiter, on pourrait dire, les textes
à peu près de façon cohérente. Il y a des genres d'examens, je ne sais pas exactement les détails, mais fondamentalement, à la fin, normalement, on a le diplôme qui permet d'être soi-même enseignant d'Advaita Vedanta. Hein, donc, Mmh. c'est uniquement basé sur un savoir appris. Et, euh, et ça, c'est l'Advaita traditionnel en Inde. D'accord? Mmh. Le néo-Advaita va bien sûr reprendre les mêmes concepts, hein, les mêmes éléments, mais va proposer quelque chose d'assez différent. Et c'est paradoxal parce que c'est la même chose, on pourrait dire, sur le fond, et sur la forme, c'est très, 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 très différent finalement. Donc la première chose qu'on peut dire, c'est que tout ce qu'on connaît réellement de la non-dualité en Europe, en France, c'est du néo-Advaita, donc c'est de D'accord. l'Advaita nouveau. C'est-à-dire que même Ramana Maharshi, hein, aussi vénérable soit-il, n'est pas reconnu par l'Advaita traditionnel. Mmh. Hein. Parce que pourquoi? Parce que tout simplement, il a, à 16 ans, eu cette expérience particulière et il y a eu bien sûr des développements, des choses. Après, bien sûr, il a raccordé à l'enseignement traditionnel, il a pu le Mmh. commenter, il a pu l'intégrer, mais en tout cas, il n'est pas du tout, on pourrait dire, dans la lignée de la tradition qui dit d'abord lisez, apprenez, comprenez, et après, le but ultime de cela, c'est une vie apaisée, on pourrait dire. Mmh. Mais on- cet événement ou ce non-événement qu'on peut appeler éveil n'est pas inclus dans leur package. Mmh. On peut dire que c'est une forme d'apaisement, c'est peace and harmony, donc paix et harmonie dans la vie de tous les Mmh. jours. Alors que Ramana Maharshi a amené quelque part une espèce de pierre de pavé dans la mare, hein, on pourrait dire, qui était tout simplement de dire, ben, en fait, je comprends bien les textes, ça parle exactement de ce que je vis, mais ce que je vis n'est pas venu des textes, était antérieur aux textes. Les textes sont venus par la suite. Mmh. Et donc, du coup, il y a quand même un doute de causalité à cet endroit-là qui dit, est-ce que les textes sont réellement la cause de quoi que ce soit? Cette compréhension intellectuelle était la cause de quoi que ce soit? Mmh. Est-ce que c'est pas un autre principe qui était à l'œuvre? Donc, on va en parler, mais il y a plein de questions subsidiaires, quoi. Et donc, Mmh. forcément, si Ramana, on va dire notre grand-père à nous tous, est du Neo-Advaita, ben, Papaji, c'est la même chose, Moji, c'est la même chose, parce que c'est cette descendance, on pourrait dire. Mmh. Et puis, de l'autre côté, il y a dans la lignée de Maharaj aussi, il y a pas vraiment de raccordement avec l'Advaita traditionnel. Ça fait aussi partie du New Advaita dont Ramesh Balsekar fait partie. Donc forcément, la forme que prend ma communication fait partie aussi. Donc Mmh. voilà, tout ce qu'on connaît généralement de l'Advaita Vedanta de l'Inde, c'est du New Advaita, c'est pas du traditionnel. Mmh. Oui, donc c'est une des raisons pour laquelle souvent on associe le néo-Advaita à, on dit que c'est l'Advaita occidental aussi, quoi. C'est-à-dire, Voilà, c'est pas né là-bas, mais c'est que ce qui s'est c'est développé le ça. plus, Ça s'est à développé l'Occident. plus en Occident, c'est vrai, hein. D'ailleurs, on pourrait dire les participants des satsangs à Bombay, chez Ramesh Balsekar, dont j'ai fait partie, comprenaient bien plus d'occidentaux que d'Indiens, hein, on pourrait dire. Ouais. Euh, Bien sûr qu'il y a différents types d'enseignements, mais c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu occidental, mais plus qu'occidental, je voudrais dire universel, parce que Oui, c'est pas simplement l'Occident, c'est plein de courants qui se rencontrent à cet endroit-là. oui. Parce qu'en fait, ils parlent tous de la même chose, et cette chose-là n'est pas enfermée dans une idéologie des mots, un texte sacré. Elle est une évidence vivante qui peut être partagée entre nous tous. Et c'est pas lié à un pays ou même on pourrait dire à une temporalité. Mmh. Oui. C'est d'ailleurs un peu ça aussi le message fort que enfin, comme tu disais, Ramana Maharshi qui a amené, un caillou dans la chaussure, il amenait vraiment une nouvelle vision, de comment vivre la spiritualité qui était du coup enfin pas à l'encontre, mais d'une manière complètement différente d'une voie traditionnelle qui Bien sûr, demandait, études, bien sûr. Oui, il dévouement y a et voilà. une séquentialité alors voilà, je suis pas là pour ni faire la promotion de l'un et dénigrer l'autre. Mmh. Il y a une magnifique, un magnifique potentiel hein, dans l'Advaita traditionnel, Mmh. de clarté, de puissance, de précision. Hein. C'est vraiment, c'est juste un autre outil. C'est pas une finalité en Mmh. soi, quoi, en fait, tu vois. Et je veux dire, on va pas mettre en opposition, je sais pas moi, le tracteur et la voiture. En ce moment, c'est justement le moment d'en parler des tracteurs et des voitures.
Ce sont 2 outils qui sont, fondamentalement différents Mmh. pour, une activité différente et hem et en l'occurrence, je vois que l'habitat traditionnel a une puissance, on pourrait dire mutatoire, et un contexte qui éventuellement permettrait, quelque chose, de transcendant qui est plus juste, un savoir appris mais une réalité vécue et cette Mmh. réalité vécue-là, elle est, quasiment, inexistante, on pourrait dire dans la façon dont l'enseignement est proposé, mais elle est là et j'ai rencontré tu vois, des sadhus, Mmh. différents élèves de cette tradition qui ont dit: «Mais oui, mais au final, c'est pas les textes appris, c'est super, mais c'est pas ça la finalité». Donc ils ont bien vu que, Mmh. heu, cette voie était un outil, n'était pas une finalité en tant que telle. Oui, on va retrouver, ce que tu évoques, c'est peu importe la religion dans lequel, enfin le courant religieux ou spirituel dans lequel quelqu'un évolue, au final, une personne qui a un désir sincère et souvent ça passe au-delà des textes et souvent ils sont appelés mystiques d'ailleurs, ils ne s'arrêtent pas au texte, mais rentrent dans Bien quelque sûr, chose de très concret, de très bien vivant sûr, et donc bien ils sûr, apportent un message parfois plus simple bien que le sûr, texte parce qu'il est digéré et remis, dans l'actualisation de l'époque, bien sûr, bien du sûr, message. bien sûr, bien sûr. Le pas Krishnamurti, Ramakrishna, c'est aussi un des courants de l'Advaita Vedanta dans Oui, oui, tout à fait, oui, oui, ça fait partie aussi des commentateurs mmh, d'ailleurs qui ont œuvré là. On peut dire qu'eux-mêmes avaient ce potentiel du néo-Advaita, des mmh, éveilleurs, mais comme ça a été, comme pas mal on va dire, de religions hein, dans le monde entier, ça a été enfermé dans une forme de format particulier, de mmh, texte sacré, et puis surtout d'un clergé, hein, parce qu'il y a une hiérarchie c'est assez ça aussi, incroyable. voilà. Mmh, Et donc des potentiels de pouvoir, de finances. Donc, je veux dire que c'est pas tout rose non plus, hein, à cet endroit-là. Donc mmh, il y a quelque chose qui est à la fois magnifique, comme dans la religion chrétienne, qui est un potentiel tu en as parlé dans des émissions précédentes, je me rappelle, qui est absolument d'une puissance éblouissante. Et à la fois, donc ça c'est l'aspect ésotérique, et l'aspect exotérique qui correspondrait en fait à cette forme que ça prend, qui des fois est plutôt une entrave qu'une aide. ouais. Voilà. Mm. Oui et puis dès qu'on rentre dans de l'organisation concrète avec des humains, ben, on se confronte aussi à C'est la ça, réalité de la nature humaine, c'est ça. dans l'expression mentale et cetera et Ouais. voilà. C'est plus juste la spiritualité, c'est aussi, des relations. Et du business? Et du business. Beh oui, c'est Voilà. normal. Super, bah, merci. Déjà, ça clarifie pas mal de choses, le côté néo-Advaita et Advaita. C'est vrai que, par Mhm. exemple, enfin, moi-même, je connaissais pas trop le terme néo-Advaita, mais tu D'accord. vois, c'est vrai que moi, personnellement, j'ai lu que le néo-Advaita. Bien sûr, bien sûr. Mmh Mmh. et dans le néo-Advaita, du coup, si le but, c'est un peu de démystifier, l'Advaita, Oui, souvent dans les critiques qui peuvent être apportées par rapport à des personnes, j'imagine, qui sont dans d'autres types de voies, c'est que ça crée une forme de distance, froide ou, un renoncement à l'humanité en disant, par exemple: «Il y a personne, il y a pas de jeu qui est là et enfin, du coup, il y a une vision non duelle qui s'installe» et que du coup, ça crée une sorte de négation de l'aspect humain et du coup, ça crée une froideur et quelque chose qui est comme une forme de fuite au final du réel. bien sûr. En fait, heu, c'est une critique que j'ai entendue, aussi, hein, donc Benjamin, tu pas Mmh. le seul à entendre ça. Hem, la réalité, c'est qu'effectivement, cette voie-là va demander dans un premier temps, une forme de donc le principe, technique, c'est neti-neti, hein, c'est donc cette Mmh. déconstruction qui va se mettre en place, donc qui va nier certains aspects, qui semblent être notre humanité. Qui va dire bah, je ne suis pas le corps, je ne suis pas ce mental, je ne suis pas ces émotions, etc., etc. Donc voir étape par étape, je ne suis pas ce centre Mmh. de commande, le fameux libre arbitre, etc. Donc ça amène un parfum de déshumanisation, déshumanité, on pourrait dire, de l'histoire. Et c'est vrai qu'il y a
à un moment donné, il y a ce parfum-là qui en fait partie. Mais c'est absolument pas une finalité. Ce Mmh. n'est absolument pas le but de tout ça. C'est un outil, hein, c'est une invitation. Et ce vécu à distance, un peu froid, j'appelle pas ça du tout un éveil ou quoi que ce soit. C'est ce qu'on appelle techniquement la position du témoin. Hein, donc Mmh. ce fameux témoin qui serait désincarné à distance des petits gugus et des petites nanas qui circulent ici et là, incluant celui-là, incluant celui-là. Et c'est vrai que c'est pas un endroit confortable, c'est pas un endroit stable, et c'est pas du tout la plénitude de la vie, de toute Mmh. évidence. J'ose dire que c'est l'endroit le plus éloigné de cela que l'on est réellement. Et à la fois, c'est un passage quasi obligé, parce que tant qu'il y a cette idée d'une identité particulière, définie, localisée, spatio-temporelle, il va y avoir un rêve toujours à l'œuvre. Donc c'est une première sortie du rêve, on pourrait dire, qui va permettre une autre réalisation qui est encore Mmh. à venir, hein, qui sera à ce moment-là de dire, mais en réalité, celui qui est à distance, qui croit savoir cette manifestation de petits êtres désincarnés, on pourrait dire ici et là, n'existe pas non plus. Il n'y a pas un témoin à distance de la vie. N'y aurait-il pas juste cette vie dans sa plénitude, dans son Mmh. humanité, euh, dans son, dans son imperfection, qui se goûte, qui se touche, qui se pense directement, et Mmh. que cette non-dualité, à ce moment-là, fait tout son sens, parce que le témoin est encore une position duelle, il y a encore quelqu'un qui sait et quelque chose qui est su. Mmh. Donc on voit bien que c'est pas de ça dont parle la non-dualité. Donc oui, à la fois, cette critique est correcte, parce que ça fait partie du chemin, et à la fois, elle ne peut pas être prise comme une finalité, parce que Mmh. la finalité est bien sûr bien au-delà, c'est le retour, on pourrait dire, retour à la maison, mais c'est le retour quasiment au point de départ, Mmh. qui dit, mais en cette humanité, en cette expression humaine de la source, ce Mmh. monde humain, cette grille de lecture humaine, il va devenir évident qu'il n'y a personne, et c'est là où le mot personne est important, qui vit ça quelque part dans un corps, dans une tête, etc. Que cette vie se vit directement. Et bien sûr que cette expérience est une expérience humaine et profondément humaine, bien sûr, Mmh. bien sûr. Est-ce que cette froideur, souvent c'est aussi une critique que j'ai pu voir et c'est aussi, là-dedans que plongent certains satsangs, je ne sais pas si c'est ton cas, mais j'imagine que oui, que tout de suite ça fait ressortir aussi, dès qu'on parle d'humanité, on va parler de souffrance et que c'est la souffrance et que de ramener constamment à la souffrance de la personne à, eh bien oui, mais il y a personne pour vivre cette souffrance n'a pas de réalité concrète. C'est comme Bien une sûr, forme de négation de la souffrance, de dire, «Je ne reconnais pas ta souffrance alors que la souffrance veut être vécue». bien sûr, C'est bien des sûr. critiques qui Oui, la sont souffrance est là, bien sûr. mmh, mmh mh. Bien sûr, mais elle est aussi valable comme critique, mais une fois de plus, c'est exactement du même ordre de ce qu'on disait Mmh. avant. C'est encore, une interprétation d'un état intermédiaire, qui Mmh. sera, critiqué en disant: «Bah, voilà, si c'est ça la non-dualité, moi ça m'intéresse pas». Mmh. J'ai pas envie de mettre sous le tapis, toute cette souffrance humaine qui est réelle, hein. Donc si on reprend, Benjamin, la métaphore du serpent et de la corde, que tout le monde connaît, donc j'ai pas besoin de la réexpliquer. Heu, Fondamentalement, la souffrance de la vision serpent, elle est réelle, hein, elle Mmh. est réelle. Il y a l'adrénaline, il y a les peurs, les pensées, pourtant, elle n'est réelle que grâce au quiproquo, qui prend une corde pour un Mmh. serpent. Hein, donc au niveau de la souffrance, de la nier, de dire: «Non, elle n'existe pas, c'est pas important», bah, en fait, ce serait juste nier la réalité de ce qui est, Ce c'est impossible. quiproquo. Mmh. Exactement. Mmh. Par contre, il est possible de dire, parce que imaginons qu'on est dans cette conversation-là, que tu me dis, Didier, ça craint, il y a un serpent dans ta maison, ce qui est très possible parce qu'ici il y a beaucoup de serpents. Euh, je te dirais, euh, c'est Benjamin, je pourrais te dire, calme-toi, on a du produit anti-venimeux, on a du sérum ici, et puis souvent les serpents ici sont pas euh, venimeux, ils sont plutôt, et puis ils mordent rarement, ils se sauvent. Donc Mmh. je pourrais parler de ça pendant des heures Oui, et oui. t'apaiser et te rendre ok, oui, avec l'idée du serpent, hein, d'accord? Donc ça c'est une forme de thérapie autour du serpent. Mmh mh, mmh mh. Mais on sait bien ce que ça fait, c'est que ça va résoudre un problème ponctuel et puis ça va Oui, revenir le oui. coup d'après. Donc à ce niveau-là, c'est pas très efficace. Ce qui est plus Mmh. efficace, c'est pas de nier bien sûr la peur et les effets secondaires, mais de dire ces effets secondaires
sont tout simplement une illustration d'un quiproquo, à la source, à la racine. Et plutôt que d'essayer d'apaiser un quiproquo, on va essayer de le dissoudre tout simplement, ensemble. Est-ce que réellement cette souffrance est réelle? Est-ce elle est réelle dans le sens où oui, elle apparaît réelle, mais son origine est totalement imaginaire. Mmh. Et donc du coup, et c'est là où où j'introduis un petit peu cette mise, non pas sous le tapis, mais j'oserais dire mise dans le jardin des souffrances. Par exemple, mes participants d'ateliers sont invités tous au début des ateliers, temporairement et avec une très très grande bienveillance, de mettre leur histoire personnelle, leur traumatisme, tout ce qu'ils ont pu vivre de côté, de les envoyer jouer dans le jardin, métaphoriquement, hein, donc c'est vraiment le principe. Pas pour les perdre, pas pour essayer de les annuler, mais pour avoir l'espace pour regarder, en l'absence de ce narratif qui prend toute la place, qu'est-ce qui reste? De quoi cette conversation peut, hem, vers quoi cette conversation peut apparaître? Mmh. Quelle est la vraie raison de notre conversation, de cette exploration? Et à ce moment-là, ça va pas être pour résoudre un problème imaginaire. Ça va être pour aller à la racine de ce quiproquo. Et souvent, et j'ose dire presque toujours, à plus ou moins de grand degré, Hem, quand on réinvite, ces personnages, qui étaient dans le jardin avec leur traumatisme, leur souffrance, avec ce quiproquo soit, résolu, soit grandement allégé, la souffrance a soit disparu, soit grandement Mmh. diminué. Donc elle est bien prise en compte au final. Mmh. Oui, bien sûr. C'est juste qu'elle est pas, traitée de la même manière ou elle est pas considérée Exactement, de la même bien manière. sûr, Mmh. bien sûr. Et autre chose que j'ai pu observer, j'ai été faire quelques recherches sur les mythes de l'Advaita Vedanta, sur internet notamment. Et ce que j'en ai compris, de ce qui peut ressortir aussi, c'est que, le fait qu'il n'y ait pas forcément de transmission très claire du néo-Advaita notamment, fait qu'il y a une réappropriation par, des personnes qui du coup se retrouvent, dans des postures d'enseignants et qui se cachent derrière une forme de, je sais pas, de visage, de masque spirituel, voilà, d'équanimité et cetera. Mais que dès que, quelqu'un titille un petit peu, ça explose en vol et que du coup, ça met en lumière, la le fait que la personne, dit quelque chose, mais que c'est pas forcément ce qu'elle incarne. Et donc en fait, Bien voilà, sûr. c'est quelque chose autour de l'incarnation. Est-ce que c'est un mythe autour de, bah, voilà, entre ce qui est dit et ce qui est vécu, il y a des fois une sorte de gap? D'accord, mais il y a 2 réponses à ta question en fait. Il y a 2, Mmh. enfin à ce problème particulier. Le premier, c'est de faire attention, de pas transformer ce messager qui est l'enseignant ou le communicateur non duel avec une espèce de Superman, Superwoman Mmh. qui aurait tout pouvoir, d'a de calme absolu, etc. Ce sont des messagers, ils transmettent un message. Cela qui s'éveille n'est pas le messager. Ce n'est pas ni Mmh. Didier ni Benjamin. Donc bien sûr que ce parcours de vie, ce narratif va être impacté par cette compréhension. Donc il y a forcément, des choses qui vont se simplifier, un plus grand silence, une plus grande paix, et cetera. Mais ça rend pas, Superman et Superwoman, et souvent c'est attendu, en Mmh. disant: «Oui, lui, il doit pas être un enseignant parce qu'il s'est fâché, il était pas content pour ci, pour ça, et cetera, donc ça peut pas être un vrai». Je j'irai pas, tu vois? Je donnerai pas ce genre de conclusion. Mmh. C'est pas Mmh. là-dessus qu'on peut se baser. Tu vois déjà, Benjamin? Mmh. Donc Mmh. q ces jugements-là sont un peu à l'emporte-pièce parce qu'il y a la croyance que réellement quelqu'un s'éveille. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc Mmh. si, il y a pas de Superman, Woman, il y a effectivement des choses qui peuvent plus apparaître en leur vie, et effectivement, peut-être dans une forme d'éthique, une forme de, je mets pas tout à la poubelle, mais que c'est plus subtil que simplement, je connais de toute évidence, hein, des histoires qui ont rencontré cet éveil et qui sont très hauts en couleur, hein, qui sont très. Je parle souvent du capitaine Haddock et qu'il est adorable parce que justement il a ce côté multidimensionnel. Il est Mmh. alcoolique, mais à la fois il a un grand cœur, il a une grande gueule, mais il est actif. Je connais ce genre de dimension on pourrait dire
dans la non-dualité aussi, de personnages qui sont hauts en couleur aussi, qui restent hauts en couleur. Bien Mmh. sûr, il y a des éléments qui vont disparaître. Bon, ça, c'était la première partie, je la fais courte parce que je pourrais en parler pendant des heures, hein, donc Mmh. par rapport à ça. Donc le fait qu'on peut pas vraiment savoir, on peut pas reconnaître. Et le deuxième aspect, c'est effectivement, et je suis d'accord avec toi, il y a une forme de réappropriation en disant, bon, ça y est, j'ai compris, je vais ouvrir un website, démarrer une chaîne YouTube, et à moi pas forcément les sous, parce que moi, la reconnaissance, c'est déjà suffisamment excitant. Et, et c'est vrai que souvent, d'ailleurs, c'est ça le paradoxe, souvent, ça démarre d'une super bonne intention, parce qu'il y a réellement une grande clarté qui s'est Mmh. mise en place, mais c'est pris on va dire, c'est repossédé par Maya, donc cette coquine on pourrait dire de manipulatrice, qui va rentrer par la porte de derrière et qui va transformer un éveil réel en une expérience d'éveil et surtout quelqu'un qui est éveillé. Mmh. Et ça va sentir tout de suite, ça je peux le détecter aussi, j'ai l'habitude qu'il y a une forme d'identification avec l'éveil justement. Mmh. Et ça c'est souvent dans la tradition, ça, et peut-être c'est une chose qui fait un peu de sens, et c'est pas une absolue, hein, c'est juste relatif. Il est proposé de faire après Satori, après dans la tradition zen, après quelle que soit la tradition, de faire une espèce de diète de plusieurs années en fait, hein, pas simplement Mmh. quelques jours, avant même de commencer une communication, parce que il y a toujours cette possibilité de Maya réappropriant le truc Mmh. et créant un monstre finalement de quelqu'un qui est éveillé et qui va transmettre la bonne nouvelle. Et ça, Mmh. ça arrive. Et bon, ben, on va pas jeter le bébé avec l'eau du bain pour autant. Mmh. Et comment tu reconnais ça? Bah, souvent, c'est assez facile parce que c'est subtil pour la plupart, mais de Mmh. mon point de vue, c'est le vocabulaire utilisé tout simplement, la façon dont les mots vont être assemblés, ça va Mmh. être ça va pointer vers, que j'ai réellement une expérience d'éveil, d'une manière ou d'une autre. Et dit sous cette forme-là, c'est impossible pour moi, je peux pas, c'est pas entendable. Donc je vois tout de suite qu'il y a une forme Mmh. peut-être qu'il y avait une grande clarté à un moment donné, mais il y a une forme de réappropriation. Bah, c'est la fameuse histoire que je cite souvent, je vais la redire ici parce qu'elle est exactement appropriée à ça, de Jiddu Krishnamurti, qui parlait du Dieu et du diable. Je ne sais pas si j'en avais parlé la Je dernière fois. non, je me souviens pas. Non. Ok, bah, en fait, je vais la faire super courte parce que mes auditeurs l'ont déjà entendu peut-être deux, trois fois. Heu, Ça pointe exactement à ça. C'est Dieu et le diable qui font une promenade sur la planète Terre, et ils se racontent des histoires et ils bavassent et tout, et puis à un moment donné, dans la pénombre, il y a un humain qui se penche sur le sol et qui trouve une espèce de diamant, un truc absolument incroyable, et qui se semble tout illuminé, tout apaisé, et Dieu demande au diable, «Diable, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas bien vu». Et le diable lui dit: «C'est un humain, il a découvert la vérité». Et donc Dieu dit au diable: «Waouh, bah ça, la vérité, c'est plutôt mon domaine, diable, parce que c'est vraiment de là où je travaille généralement, ça ne fait pas ton affaire». Et le diable lui dit: «T'inquiète pas, je vais l'aider à l'organiser». Mmh. Oui. Oui, c'est ça. Mmh mh. Ouais, c'est exactement ça. Et en même temps, c'est aussi, enfin, je trouve ça toujours, agréable de voir, l'humanité qui, tu vois, à travers, des croyances d'éveil ou d'illumination ou de penser qu'il y a un jeu qui va s'éveiller, qui va devenir, voilà, et qui va en même temps se mettre en route, il va modeler, il va structurer, bah, c'est toute une effervescence que je trouve, j'avais fait un épisode sur l'ego spirituel, qui disait, voilà, c'est une banalité de la vie, en fait. Bien, dès qu'il y Bien a la sûr, notion de spirituel, il y a forcément de l'ego qui se met derrière, bien et sûr. Mmh. enfin, je veux dire, Ouais. c'est comment aussi l'humain s'approprie les choses, et l'humain s'approprie la spiritualité en tant que Voilà, donc concept, et c'est juste une forme de l'histoire, il n'y a pas de mmh, hiérarchie non plus. Il n'y a mmh, pas les bons et les méchants, et souvent je dis cette phrase qui est un peu, radicale, j'ose dire, qui dit: «Mais il n'y a aucun niveau, aucune différence de niveau entre une histoire qui serait une histoire d'éveil et une histoire qui serait une histoire tout simplement de non-éveil. et Ce oui. sont 2 possibilités de la vie, 2 goûts, 2 parfums différents, Mmh, et cette histoire des hiérarchies qui dirait: «Ah bah, c'est quand même mieux que» et cetera, c'est la récupération de l'histoire, tout simplement. mmh, mmh, carrément, carrément, carrément.
Merci, merci. Il y a aussi alors c'est pas forcément une critique qui est faite, mais c'est aussi quelque chose qui peut donner, une différence. Dans le Néo-Advaita et l'Advaita, alors l'Advaita, je ne sais pas trop, mais dans le Néo-Advaita, il y a quelque chose de l'ordre de dire que c'est une voie directe. Donc c'est d'aller, voir directement ce qui est en train d'être vécu, alors que dans beaucoup de voies spirituelles, on est dans des voies dites progressives. On va travailler avec les matières, on va aller, comme tu disais, faire aussi quelque part du travail thérapeutique, Bien sûr. d'une différentes manières. On va aussi avoir, une ouverture progressive à quelque chose qui est plus grand que soi. Voilà. C'est qui est une différence. Est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus par rapport à cette notion de voie directe? Oui, j'entends bien, hein, il y a vraiment ces 2 possibilités. J'ose dire qu'elles sont complémentaires finalement, hein. Mmh mh. C'est toujours au final, si on veut être honnête, une voie progressive parce que même si elle n'est Mmh. pas spirituelle, c'est la vie elle-même qui se charge de cette Oui. voie-là, à travers nos échecs, à travers nos prétentions, nos postures, de se prendre des murs dans le museau, figuré ou pas. Ça fait partie d'une voie progressive finalement, hein, donc ça prend du temps, d'être disponible à ce message-là qui parle d'une possibilité qui serait non localisé, qui serait pas quelqu'un qui ferait quelque chose. Mmh. Donc que ça passe à travers la vie ordinaire, et je mets des guillemets, ou la vie à travers une tradition, comme même l'Advaita traditionnelle en fait, hein, qui Mmh. est une voie progressive. Ça fait pas vraiment différence pour moi. Ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, enfin, il y a toujours la possibilité, en tout cas, d'une rupture qui va arrêter quelque part cette progression spatio-temporelle, hein, qui dit moi de plus en plus raffiné dans le temps, dans l'espace, et qui, dans cette rupture-là, va donner une autre proposition qui va être une inversion, enfin on le sait, bon, je ne vais pas retourner là-dedans, mais quelque chose qui est fondamentalement différent de ce qui a été dit avant. Et donc on Mmh. va dire, bah oui, mais ça c'est pas dans la continuité d'avant, donc c'est pas dans la voie progressive. Mais non, c'est juste là, on peut dire l'implosion de la voie progressive qui devient la voie directe. Mais l'un n'empêche pas l'autre, et en fait Mmh. c'est toujours comme ça que ça se passe, dans tous Oui. les cas. Même si rencontres des Tony Parsons, etc., qui parlent que de la voie directe, et au final ils peuvent pas éviter le dialogue de toute leur vie qu'ils ont vécu avant, qui a amené ce promenade dans le parc, justement, tu vois. Oui. Donc, c'est un peu ridicule de les opposer, finalement. Oui, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup. Moi, quand j'ai lu Tony Parsons, qui il insiste beaucoup là-dessus, et qu'au final, il ramène aussi ça à, bah, tout le travail avant qu'il a fait, les engagements qu'il a pris dans certaines Mmh, voies et cetera. mmh, Bah, il dit: «Ben non, mais ce n'est pas important, c'est la voie directe, c'est ça». Bah, oui, mmh. mais tu en parles, tu l'as vécu, je veux dire, forcément, il y a une progression qui font qu'à un moment, comme tu dis, c'est enfin, l'image de l'implosion de la voie progressive pour devenir voie directe, c'est plus ce qui me parle, moi, en tout cas, aussi Ouais, ouais. il y a un Mmh, moment, il y a une voie progressive, avec, mmh. voyage en Inde, Bien sûr, bien suivi sûr, yoga et cetera, et à un moment, pouf, bien sûr. une focalisation sur, l'essentiel, et je l'ai vécu Bien plus sûr. comme une implosion. Sachant Benjamin qu'il n'y a pas réellement de causalité. La seule Mmh. cause de quoi que ce soit, c'est cet éveil, cette vie Oui, sur elle-même. oui, Et que tout n'est qu'une illustration, finalement. Il n'y a pas réellement besoin, mais l'illustration, elle est souvent statistiquement sous cette forme-là. oui, oui, c'est carrément, carrément, carrément. Merci. Est-ce que toi, tu as rencontré d'autres mythes, d'autres manières de présenter l'Advaita j'imagine que pas mal de gens t'en parlent vu que tu en parles pas mal? Pas tant que ça finalement, parce que j'ai la chance de rencontrer forcément, on va dire les chercheurs qui me rencontrent, ils Mmh. ont une appétence à la formulation que je prends, Mmh. et il n'y a pas beaucoup de discussions à ce sujet-là, parce qu'ils sont déjà disponibles. Il y a une forme de confiance qui fait partie. Il y a plus de négociation en fait, tu vois. Mmh. C'est bien de négocier, Benjamin, parce que s'il y a un doute, il faut y aller. Sinon, il y aura toujours le doute, et c'est impossible, à partir d'un contexte de doute, de muter. C'est pas Mmh. possible. Donc, il faut soulever les pierres, négocier. Mais à un moment donné, il y a quand même une forme euh, d'évidence qui se met en place, qui dit, bon, arrêtons de négocier la forme que ça prend, de quoi ça parle vraiment, vraiment, c'est quoi le message, et Mmh. d'oublier un petit peu, on va dire, le contexte particulier, hein, donc de ce qui est proposé,
et de sauter à pieds joints dedans, hein, Mmh. dans une forme de confiance, une forme de joie totalement irraisonnée, parce que c'est souvent irraisonné, bien sûr, ce saut-là. Mmh. Et, et voilà, donc tant qu'il y a le doute sur cette histoire de mais oui, mais est-ce que la non-dualité n'est pas une forme de manipulation, une forme de Mmh. on essaye de me reprogrammer quelque part, oui. Il y a c'est une forme de reprogrammation parce que la programmation habituelle et la programmation qui raconte l'espace, le temps, moi ici, toi là-bas, etc. Donc il y a une forme de reprogrammation, mais c'est un outil, c'est pas une finalité. Donc même la non-dualité, et ça je le dis sans cesse, disparaît. Ce qui est proposé, c'est cette vie qui n'est ni, on pourrait dire, l'absence de la personne qui était là avant, ni l'absence de la personne. Parce que cette absence de la personne est encore, et à juste titre, une forme d'identité finalement. Oh, il n'y a personne qui dirait ça. Tu vois, donc même ça, même cette pensée-là peut disparaître parce que la présence d'une personne et son absence, les deux sont complètement irréels. Mmh, bien sûr. Donc, Mmh. que reste-t-il au-delà de tout ça? C'est vraiment de ça dont parle la non-dualité. Donc, la Mmh. non-dualité disparaît. C'est un outil qui se dissout à un moment donné. Ouais. J'avais fait un entretien avec Marion Renaud et elle évoquait le fait qu'il y ait, que quelque part la voix, non duelle, directe, c'était aussi une voix de connaissance et qui pouvait parfois ramener à une voix, qu'elle disait du cœur, qui pouvait se réouvrir du coup sur une manière d'avoir, je sais pas, un impact chaud sur le monde. Je sais pas comment on pourrait définir une voix du cœur et que parfois pour d'autres personnes, ça passait par une voix du cœur qui amenait après à une voix de connaissance. Et est-ce que cette, notion de voix du cœur, par exemple, j'ai envie de dire, a un impact sur le monde? Parce que on retrouve aussi ça beaucoup dans certaines traditions, spiritualités et cetera, c'est d'avoir un impact sur le monde. Et le fait d'avoir un impact sur le monde, ça va être, bah, de prendre soin des gens et cetera. Donc on l'a un peu abordé avec la notion de la souffrance et cetera. Mais voilà, est-ce qu'il y a ça aussi dans dans la version néo-Advaita, Advaita et cetera? Bien sûr, c'est un paradoxe total parce que Maharaj, il dirait, de quel monde tu parles? Oui. Y a-t-il un monde extérieur là-bas qui attend que tu sois là, que tu viennes en tant que sauveur? Ce monde-là on pourrait dire, est la totalité de notre intériorité, de notre propre Mmh. présence. Il est bien là, mais il n'est pas, c'est pas une extériorité à sauver. Donc il est quelque part en cette reconnaissance, il est déjà impacté sans qu'il y ait besoin de faire quoi que ce soit. Mmh. Parce que les éléments, la façon dont les éléments se déroulent en ce monde particulier, dans ce vécu, va être informé par ce silence, informé par cette paix. Et, euh, et en ce sens-là, c'est pas quelque chose que quelqu'un devrait faire, qui Mmh. serait encore l'idée des autres là-bas qu'il faudrait sauver. Mais c'est une mutation qui, on peut dire, de la vie sur elle-même directement, tu vois. Et Mmh. il y a plus cette idée de mission d'obtenir quelque chose. Pourtant, et je suis d'accord avec toi, il y a une mutation de l'histoire mondiale, appelons ça une histoire mondiale, de toute évidence. Il y a une grande joie, une grande paix qui émane de cette mutation, et tant Mmh. mieux. Et Mmh. c'est peut-être même la seule solution pour que cette histoire puisse se continuer, parce que sinon, ça va être juste une forme d'autodestruction, Oui, c'est clair. de toute évidence, hein. Ouais. Ouais. Ouais et enfin cette discussion de impact sur le monde ou pas impact sur le monde, j'ai pu voir que c'est aussi un sujet de fond, qu'on retrouve en Inde notamment avec, Vivekananda ou trucs comme ça, ou qui a la transmission du yoga au final vers l'Occident, a Ouais. été une histoire de: «Est-ce que j'apporte aussi les valeurs du yoga dans un monde qui en a besoin?» Ouais. Et du coup de critiques derrière qui disaient, «Bah oui, mais si tu, promouvois, bah, tu pas vraiment dans une démarche yogique, et cetera, donc mmh, Ouais. Disons que c'est ce paradoxe qui dit que oui, il y a bien mutation de l'histoire mondiale, on va dire, c'est pas une mmh, histoire particulière, c'est une histoire. Il y a plusieurs niveaux d'histoire imbriqués les unes dans les autres, on pourrait dire. Mais ce n'est pas le fait d'un individu actant d'une manière oui, particulière, c'est une mutation globale qui est illustrée par la mutation de l'individu. Donc, mmh c'est qui est de la symbiose. cause, qui est de la Mmh conséquence mh, finalement, tu mmh. vois. Oui, oui, tout est l'extérieur est dans l'intérieur, le haut et le bas et Oui, cetera. Oui, oui, c'est ça, c'est clair. tout à fait, ouais.
Ouais, bah, merci, Didier. Je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais pu trouver. Ah si, il y avait un dernier truc, Un petit pour qui la m'a route. fait rire parce que je connaissais pas, mais j'ai découvert, bon, il y avait un ashram à Lucknow de Papaji, Lucknow? Lucknow, Oui, ouais, et que du coup, il y a des oui, personnes, c'est ça. trouvaient ça très drôle parce que il y avait, quelque chose ils ont appelé ça la maladie de Lucknow. Donc, la maladie de Lucknow, c'est que quand tu parles, tu arrêtes de dire «je». Tu dis: «Cela est», cela, Bien et sûr. donc du coup, c'est c'est vraiment, le côté, outillage de la non-dualité, C'est ça, d'avoir un mais alors bien langage sûr adapté, quoi. que hors contexte, ça paraît complètement crétin et tu vois, ça fait aucun sens et je suis d'accord. Mais tu vois, même dans mes ateliers, il y a des moments et suivant ce qui se passe, où il va être demandé de parler à la troisième personne. Donc, Mmh. pour une raison particulière, c'est un outil. Donc, on peut toujours se moquer des outils parce qu'ils ont l'air un peu ridicules, mais il va falloir passer au-delà du ridicule parce que sinon, Oui, c'est clair. cette mutation ne pourra pas se mettre en place, tout simplement, quoi. Oui. Donc, Moi, je suis un pratiquant de l'art du clown, donc ouais. Ah le oui, bah, clown, tout à fait. c'est se relier Excellent. au ridicule, et cetera. Bien sûr, bien sûr. Sans le masque du clown, donc Mmh. Mmh. ce qui sortirait de l'individu à ce moment-là serait considéré comme une hérésie, une folie. S'il y a un Oui, masque, pour la personne qui vit ça et la personne qui regarde, tout d'un coup, on autorise le fait que ce soit possible, que ce soit fou. oui, Mais à un oui, moment, en fait, on voit que la folie, c'est de croire que ce qui sort, c'est ridicule. oui. Oui, 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 magnifique. Retournement complètement de Mmh. perspective. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Très beau. Ouais, ouais. Oui, il y a cette folie, c'est ça, c'est qu'on peut aussi critiquer, et c'est très bien que tu présentes ça, cette Advaita Vedanta par les éléments un peu, on pourrait dire de crazy wisdom, de cette folie, de cette sagesse Folle folle, on sagesse. pourrait dire, folle Mmh. sagesse. Mais comme c'est une mutation, comme c'est vraiment un retournement de Mmh. perspective, ça va passer par un endroit d'incompréhension, qui ne va plus être sous la lumière, sous le lampadaire de la raison habituelle. Et à cet endroit-là, c'est facile de critiquer, de dire, mais regardez, les mecs, ils s'y croient vraiment, tu vois. Ouais, ouais. Sauf que bon, dans cette perspective-là, on va rester sous le lampadaire de la raison, et Oui, c'est justement clair. la sagesse qui est pas très sage parce et c'est juste une habitude Mmh mh. et c'est pas très éveilleur, quoi, bien Mmh sûr. mh. Oui, c'est peut-être que parfois, enfin, c'est pas parfois, en fait, que la plupart du temps, les critiques sont faites, hors contexte, et que Oui. juste de prendre conscience d'un contexte et d'une démarche, ben, peut-être juste de voir, pourquoi pas laisser cette démarche se faire si elle est du coup, ça ramène à une question de l'éthique, et c'est aussi peut-être quelque chose qui apparaît souvent dans la dimension du néo-advaita. Est-ce qu'il y a une éthique particulière qui apparaît de tout ça? Mais disons que l'éthique, elle est pas figée, c'est pas l'éthique Mmh. suivant je sais pas moi, la Bible Mmh ou mh, mmh. qui penseur éthique par rapport à ça. Donc l'éthique, elle est générée directement de l'immense, on peut dire, compassion, de voir Mmh. qu'il n'y a qu'un seul être qui est à l'œuvre et qu'à aucun moment donné, il aurait envie de se tirer une balle dans le pied, tout simplement. Donc Mmh. c'est vraiment assez facile de voir que cette vie non fragmentée est par définition une vie fondamentalement éthique, bien sûr. Oui, voilà, c'est ça. Mmh. C'est de revenir à l'éthique, juste d'une vision 1, quoi. Bien sûr, bien sûr, Mmh bien sûr. mh, mmh. Il n'empêche qu'une vision 1 ne rejette pas non plus, ce qui crée apparemment 2, comme la colère ou Bien sûr, le bien rejet, sûr, et cetera, et bien sûr, qu'une bien sûr. éthique peut aussi inclure, tout ce qui cause soi-disant de souffrance dans, dans cette vision. Voilà. Bien sûr, bien Alors sûr. que peut-être que dans d'autres traditions, il y aurait vraiment un rejet d'une toute forme Mmh. d'agressivité, de colère, et Bien cetera, comme sûr, quelque chose qui ne bien devrait sûr. pas être ou qui ne devrait pas, mmh, exister. Ce qui paraît fou parce que c'est une forme de folie d'imaginer que ce qui est Oui, ne devrait pas être. oui, oui, c'est une pure folie. C'est C'est une pure folie. Ouais. Bah, merci beaucoup, Didier, c'était vraiment super chouette comme, comme éclairage. Ça m'a Bah, écoute, beaucoup j'ai fait de éclairé. mon mieux. Bien sûr qu'on aurait pu aller plus en précision technique et tout, mais on Mmh. s'en fout. Finalement, c'est l'esprit général, comment ça fonctionne Mmh. et d'arrêter peut-être de peut-être juste ce point de vue qui juge ceci, qui juge cela, juste chacun, tu vois, a son outil, a sa façon de fonctionner
Là-dedans, il y a un grand humour, une grande décontraction qui peut Mmh. être là aussi dans tous les cas. Il n'y a pas de religion à défendre, il y a pas de je suis pas là pour défendre le néo-Advaita, on s'en fout complètement, c'est pas c'est mais voilà donc forcément, il y aura, ça peut déranger, ça peut être bizarre, ça peut être, Mmh. étrange et cetera. Ça a ses raisons propres et c'est pas forcément des raisons qui sont visibles donc voilà, c'est tout ce que je peux dire, quoi. Mmh mh. Bah, merci beaucoup pour ce message. C'est Avec important grand plaisir, de le Benjamin, puis réentendre. à l'occasion, on se reparlera de toute façon, c'est sûr. Oui et D'accord? d'ailleurs, bah, je te le dis tout de suite, je voulais aussi te proposer, alors pas tout de suite, mais j'étais en train de me dire que j'allais faire, des épisodes spéciaux sur, certains enseignants et notamment je voulais faire un épisode sur enfin, un ou plusieurs épisodes sur Ramesh Balsekar. Avec J'ai ma grand plaisir. compagne qui vient de découvrir Ramesh Balsekar et elle vient de plonger dedans et donc du coup, je me suis dit que ça D'accord. pouvait être l'occasion et j'avais pensé à toi du coup pour, Bien sûr, parler de bien sûr. Ramesh. Bien sûr, Voilà. oui, c'était donc pour ceux qui me connaissent pas, c'était l'enseignant que j'ai suivi les 3 dernières années de ma recherche, hein, donc qui était, Mmh. la partie intense, d'implosion, comme on a dit, juste avant et Ramesh a été un outil, absolument, incroyablement puissant pour ça. Mmh. Il y a eu une résonance et effectivement, j'ai beaucoup de gratitude par rapport à ce principe-là et effectivement, comme tu dis, soit il y a comme ta compagne, il y a une résonance et il y a une appétence, soit il y a pas et puis c'est tout ce qu'on peut dire, parce Ouais. que, c'est vrai que pour certains, ça fait aucun sens, bah, il y a tellement d'autres choses à explorer, bien sûr. Merci Didier. Avec grand Merci, plaisir. merci. Et ben, à bientôt et bonne soirée pour toi, non? Dans l'après-midi Bon après-midi. et merci pour l'invitation, Benjamin. À bientôt. Merci.